Caisse des Jardins. Alors, je vais maintenant présenter Monsieur Le Lancer. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu, j'en parle encore, là, le documentaire à l'émission Documanité sur une visite d'Alexis à son pays natal en République dominicaine et sa rencontre avec son père. C'est un documentaire. Je trouve, j'aime le titre de l'émission Documanité parce que c'était ça, ce documentaire-là, c'était Documanité. S'il y en a qui désirent avoir le lien vers le documentaire, oui, émouvant, effectivement. Mais c'est ça, donc, pour les gens qui ont regardé le documentaire, vous savez maintenant qu'Alexis est né en République dominicaine, est arrivé au Québec à l'âge de 4 ans. Puis je me dis que, bon, que l'adaptation s'est probablement bien déroulée, puisqu'il a participé à l'émission Génie en herbe quelques années plus tard. Il y a même une vidéo là-dessus en ligne où on peut vous voir, Alexis. Vous avez fait vos recherches? Ben, tiens. Donc, on peut en voir un segment là, sur le site de Radio-Canada. Donc, vous avez fait, Alexis, vous avez fait des études en sciences politiques à l'Université de Montréal et vous avez opté pour le journalisme. C'est ainsi là, que votre carrière a débuté là, tout de suite à Radio-Canada comme journaliste reporter, reporter journaliste présentateur, chef d'antenne, puis maintenant animateur, avec Marie-Pierre Illy, effectivement, dont on parlait plus tôt, Jeff Yates et Nicolas De Rosa. Vous animez les décrypteurs sur ICRDI, une émission qui lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux. Donc, le webinaire va tout d'abord présenter l'objectif initial du robot conversationnel, son fonctionnement, et puis par la suite, là, on pourra échanger entre nous sur son potentiel pédagogique puis des stratégies d'intégration dans les activités d'enseignement et d'apprentissage. Alors, bon webinaire tout le monde. À vous, Alexis. Merci, Mme Perrault, beaucoup. Merci aussi à M. Bernard pour ces mots d'introduction et merci pour l'invitation à la QPC, très franchement. Ça me fait grandement plaisir. Et là, je vais commencer à partager mon écran qui va accompagner mon propos. Si jamais vous avez des soucis, si jamais vous avez la difficulté à voir ce qui apparaît ici à l'écran, vous me le dites. N'hésitez pas à le faire sur le robot conversationnel de Radio-Canada. Comprenez bien que je suis animateur, chef d'antenne, journaliste et que les webinaires, ben, ça ne fait pas partie de mon quotidien. Alors, je vous prie d'être indulgent. S'il y a quoi que ce soit, si la communication pose problème, s'il y a des soucis, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Et au-delà de la forme, sur le fond aussi, j'en ai discuté un peu plus tôt avec Mme Perrault et M. Bernard. Ben, je pense qu'il y a moyen, en cours de discussion, de soumettre des questions par le biais de la section qui est dédiée à ça. Et puis, je crois qu'on peut établir quelque chose de dynamique tout au long de ma présentation. Je n'ai pas la prétention de faire une espèce de cours magistral, bien entendu, mais tâchons de faire ça le plus dynamique possible. En tout cas, moi, je suis tout à fait ouvert à ça. Sachez-le, que ce soit des questions en lien avec le robot comme tel ou en lien avec les décrypteurs ou la désinformation au sens un peu plus large, n'hésitez pas à le faire, ça me fait grandement plaisir. Alors, Madame Perrault en a déjà dit un peu à mon sujet, je vais peut-être compléter un petit peu. Bon, journaliste et chef d'antenne depuis 2004 maintenant à l'emploi de Radio-Canada, la majeure partie du temps ici à Montréal, ville où j'ai grandi, mais également j'ai été 4 ans à Edmonton, en Alberta, pendant les années de Ralph Klein, pour ceux qui s'en rappellent. Ça, c'était donc un passage intéressant où j'ai pu toucher à plusieurs aspects du métier. Je suis revenu par la suite à Montréal, principalement à ICRDI en tant que journaliste et chef d'antenne. J'ai fait un peu tout de journalisme terrain. J'ai fait également de la présentation de bulletins télévisés, de bulletins de nouvelles. Il m'arrive de remplacer à l'occasion pour des 2-3 dernières années, Patrice Roy au téléjournal 18h ici même à Montréal. J'ai aussi eu 2 expériences olympiques à titre de chef d'antenne à Rio et à Pyeongchang. 2 expériences très intéressantes, mais en ce moment, et ce pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est à titre d'animateur au sein de l'équipe des décrypteurs, animateurs de l'émission Les Décrypteurs. Petite parenthèse pour vous dire aussi que je suis animateur du balado, du podcast Ça s'explique. Petite parenthèse dans la parenthèse parce que je pense que ça peut intéresser les pédagogues en vous, les enseignants en vous. J'ai eu beaucoup de courriels de professeurs et d'enseignants primaires, secondaires, parfois même cégep, qui utilisent mon balado, ça s'explique dans le cadre de leur cours. C'est un balado de vulgarisation de l'information sur une base quotidienne. On produit des épisodes où on décortique un élément d'actualité en une quinzaine de minutes avec un invité, soit un artisan de Radio-Canada, soit une personne de l'extérieur. Alors, sachez-le, ça aussi,
Il y a le robot conversationnel, mais il y a aussi le balado, ça s'explique, qui peut être fort intéressant pour les gens qui œuvrent dans toutes sortes de sphères de l'enseignement, pas juste en sens social. On aborde toutes sortes de thématiques qui sont au cœur de l'actualité, mais de façon un peu plus vulgarisée. Et puis les balados, comme on le sait, on les écoute quand on veut, comme on le veut. Alors, voilà pour ça. Parlons maintenant des décrypteurs comme tels. Vous n'êtes peut-être pas tous et toutes familières avec cette initiative du département de l'information de Radio-Canada. Allons-y chronologiquement. Au tout départ, la première mouture, c'est un site web, juste un site web des décrypteurs. Tout ça s'est déroulé dans l'année 2019, donc c'est un projet tout récent. Site web auquel s'est greffée une émission télé 5-6 mois plus tard, l'émission Les Décrypteurs que j'ai le plaisir d'animer. Soyons bien conscients d'une chose, et ça je le déplore très sincèrement, on est la seule émission en Amérique du Nord consacrée à la lutte contre la désinformation ou à l'explication du phénomène. On ne fait que ça, nous, aux décrypteurs. Malheureusement, il n'y en a pas d'autres qui le font. Je crois que plus il y en a, mieux c'est. Est-ce qu'il y a des questions ici qui me concernent? Je vois un truc qui clignote. Vous me Non, faites signe, hein? non, c'est qu'il y avait une personne qui disait que le robot conversationnel ne fonctionnait pas, Ah mais bon? je viens d'aller vérifier, puis ça fonctionne. OK. Oui, OK. Bon, on en allez-y, pas de reparlera. problème. On se reparlera des pépins techniques. Il n'est pas, impossible qu'il y ait des pépins techniques. Évidemment, c'est un outil qui vient d'être mis en chantier et puis qui se perfectionne au fur et à mesure grâce aux interventions des gens. Donc, comme je le disais, les décrypteurs, c'est un peu un ovni dans l'espace médiatique actuel, mais on en est bien fiers, en toute humilité, de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, parlons-en de la mission ou des missions des décrypteurs telles qu'elles ont été définies par Radio-Canada, la direction de l'info à Radio-Canada. D'abord, encore une fois, en toute humilité, aider les citoyens à démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux? Parce que c'est principalement sur les réseaux sociaux que circule en ce moment la désinformation dans des proportions assez grandes et inquiétantes. Et on voulait bêtement, tout simplement, se limiter à ça. Ceci est vrai, ceci est faux. Faire ça jour après jour, déterminer ce qui est vrai et faux, ou entre les deux, parce qu'il n'y a pas juste du vrai et du faux, il y a des choses, il y a des nuances entre les deux. Il y a toutes sortes de subtilités qui font en sorte que parfois c'est ambigu. On ne voulait pas juste faire ça. D'où la deuxième mission des décrypteurs, qui est d'analyser les mécanismes qui contribuent à la propagation de la désinformation. Tout ça est un écosystème, tout ça fonctionne selon certains principes, selon certaines méthodes et selon certains outils, ce qu'on a voulu expliquer, parce qu'en sachant ça, les gens sont un peu plus à même de savoir comment identifier la désinformation et comment la contourner. Troisième objectif, troisième mission des décrypteurs, mettre en lumière certains phénomènes web émergents qui s'inscrivent un peu dans cette vaste mouvance-là. Alors voilà en gros la mission ou l'émission des décrypteurs. Oui, on en a pas mal dans nos assiettes en ce moment avec tout ce qui se passe, c'est sûr et certain. Un petit mot pour vous dire qu'on fait partie du réseau international de fact-checking ou de vérification des faits en bon français, qui est un réseau international qui regroupe plusieurs médias. Connu et moins connu, c'est le FCN est affilié à l'Institut Poynter, qui est basé aux États-Unis, qui est un centre très intéressant d'innovation et de recherche sur le journalisme. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être signataire de ce réseau-là? Ça fait en sorte qu'on partage une façon de faire, des standards aussi dans notre façon de traiter la désinformation. Il faut bien comprendre que, je le disais tout à l'heure, on est très peu en Amérique, au Canada, surtout en français, à faire ce genre de choses-là. En Europe, c'est beaucoup mieux implanté, aux États-Unis aussi. Alors, ça nous permet aussi un échange de notions et de pratiques avec ces différents partenaires. Voilà pour ce petit détail. Maintenant, le site web des décrypteurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simple d'y accéder, radio-canada.ca/décrypteurs. Ce qu'on y présente, ce sont essentiellement nos productions, notre production d'articles qui s'est accélérée pas mal depuis la mi-mars de l'an dernier. Vous aurez deviné pourquoi. Voici juste un bref aperçu des plus récents articles qu'on a écrits. Tous les membres d'équipe y contribuent à ces articles-là. Bon, par exemple, non, cette vidéo ne montre pas l'entourage de Donald Trump célébrer l'assaut du Capitole. Le vaccin de Pfizer-BioNTech ne cause pas l'infertilité chez les femmes.
Non, ces conseils ne permettent pas d'empêcher un policier d'entrer chez soi. Vous voyez un peu le genre de choses le genre de sujet dont on traite au décrypteur. Il n'y a pas que ce genre d'articles-là, il y a aussi des analyses un peu plus approfondies, comme par exemple cette analyse-là, signée Jeff Yates, mon collègue Jeff Yates, comprendre le mouvement QAnon pour mieux en parler à ses proches, parce que ça, c'est un sujet sur lequel on reçoit énormément de questions. Ce sont donc des dossiers, des analyses plus étoffées qui font partie de notre site web, ou encore cette analyse plus récente, un assaut du Capitole, ce qui est arrivé le 6 janvier dernier, signé QAnon. Comment la mouvance QAnon et comment la désinformation au cours des dernières années a connu comme point culminant, comme aboutissement, cet assaut violent contre le cœur du pouvoir aux États-Unis. C'est un peu ça qu'on retrouve dans le site des décrypteurs. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que le robot là, dont on va parler dans quelques instants, ce qu'il contient, ben, c'est d'abord et avant tout inspiré de la production d'articles et de segments à l'émission des décrypteurs. C'est la matière première du robot. Ce sont les articles que l'on produit, les contenus que l'on produit à l'équipe, donc au sein de l'équipe des décrypteurs. Voilà pour le site web. Pour l'émission en tant que telle, ben, on envoie ici un court extrait pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette émission, la première qui a eu lieu, qui a été diffusée la fin septembre 2019. Et là, on ratisse vraiment à large. Hein. Il n'y a pas que le coronavirus, c'est la politique américaine, l'alimentation, même les faux concours, le sport, la désinformation dans le sport, on l'a abordé aussi. La satire, l'importance de la satire dans le monde actuel et comment départager le vrai du faux dans tout ça, à quoi ça sert aussi dans le combat contre la désinformation. Vous voyez, on n'a pas vraiment de... On essaie d'avoir nos œillères les plus larges possibles pour couvrir ce vaste phénomène-là. Vous avez remarqué que dans cette émission-là, il n'y a pas beaucoup de distanciation sociale, c'était la première année. Hein? L'édition actuelle des décrypteurs, avec une équipe renouvelée, ben, on est donc à distance. Cette émission, je le rappelle, elle est diffusée la fin de semaine, les samedis et les dimanches, respectivement à 11h30, on le voit ici, et à 13h le dimanche, est disponible gratuitement sur tout.tv. L'équipe actuelle, ben, comme je vous le disais, elle a été remodelée quelque peu. Marie-Pierre Elie, qu'on évoquait tout à l'heure, journaliste scientifique depuis une bonne vingtaine d'années. Jeff Yates, qui est un pionnier en la matière, qui est un des premiers journalistes au Canada à avoir développé cette spécialité-là, qui est celle de la lutte à la désinformation. C'est une branche du journalisme, soit dit en passant, qui somme toute assez récente, mais qui se développe à un rythme effréné pour des raisons bien simples. Évidemment, c'est d'intérêt public. Nicolas de Rosa s'est ajouté à notre équipe. Nicolas, fort de son expérience aussi en l'univers de la technologie et des nouvelles technologies, ainsi que votre humble serviteur. Alors, voilà pour l'édition de cette année. Le robot, on y arrive. Il est disponible, c'est important de le souligner, via ordinateur portable, téléphone cellulaire ou encore tablette de façon à peu près équivalente. Vous allez y avoir accès avec une présentation, une mise en page qui est somme toute assez différente. Le contenu, le robot comme tel, il y a une adresse qui lui est propre, qui est radio-canada.ca/combat-des infos. Remarquez que si vous allez sur le site des décrypteurs, il y a un hyperlien qui vous permet d'y accéder. N'hésitez pas, Mme Perrault, s'il y a des... ou monsieur Bernard, s'il y a des questions Ça va pour le moment, ça va. Ça va pour le moment? Parfait. Oui. Juste renouveler cette invitation à poser des questions s'il y a lieu de le faire. Alors, un robot. C'est quoi ça, un robot? C'est quoi ça, un robot conversationnel? C'est une technologie, disons, qui a été connue ou popularisée sous le nom de chatbot initialement, surtout utilisée dans le monde ou l'univers du marketing, dans le service à la clientèle. Vous-même, en tant que client, avez peut-être eu cette expérience-là de discussion, de dialogue préprogrammé avec un représentant d'un service à la clientèle d'un magasin X, Y ou Z. Ben, c'est un peu ça le même principe qui fonctionne à l'image un peu d'une discussion via SMS, via texto. C'est ça l'idée. Le robot vous-même et des phylactères à l'intérieur desquels se trouvent les éléments de ce dialogue-là. Mais nous, on a voulu l'appliquer évidemment à ce qui nous concerne avec l'objectif suivant, pour ce qui est du robot conversationnel de Radio-Canada, qui n'est pas développé, soit dit en passant, par les décrypteurs comme tel. L'outil comme tel, c'est par un autre département Radio-Canada, mais qui s'est servi de notre contenu pour générer ce robot. Comprendre les bases de la désinformation, ça c'est l'objectif premier,
Quand je dis les bases, c'est vraiment les premiers, les fondements même là, de la désinformation, du phénomène, de comment ça se manifeste et comment être mieux outillé pour y faire face à travers des ateliers thématiques, une douzaine, qui sont subdivisés en sous-ateliers, si on veut, et qui sont aussi agrémentés de conseils pratiques. Parce que c'est ça l'idée. Et ça serait ça l'idée dans une position d'enseignant, ce qui vous concerne d'enseignante, c'est de transmettre, oui, cette connaissance théorique, mais aussi cette connaissance pratique avec en renfort des outils qui permettent aux gens, aux jeunes, aux élèves, aux étudiants de mieux faire face à tout ça. Soit dit en passant, c'est vraiment un outil qui a été développé pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. On a voulu être le plus grand public possible, du primaire à la personne retraitée. Voilà pour l'essence même de ce produit qui est au cœur du mandat de Radio-Canada en tant que diffuseur public, bien entendu. Alors, dans une perspective pédagogique, nous, on s'est dit, l'équipe s'est dit très rapidement que ça pourrait être utile dans un contexte euh, didactique. On le sait qu'à certains niveaux, je pense surtout au primaire et au secondaire, il y a très peu de choses dans le curriculum en ce moment, dans ce qui est existant à travers le système d'éducation au Québec pour véritablement et de façon efficace outiller les jeunes en matière de littératie numérique, de citoyenneté numérique, d'éducation aux médias. On l'a constaté, on a fait une émission à ce sujet-là l'année passée. On fait un spécial dans quelques semaines sur l'éducation à la désinformation dans les écoles. Ce sont les écoles elles-mêmes et les étudiants eux-mêmes qui doivent, sur leur temps à eux, avec leurs propres ressources, dans bien des cas, dans le réseau public, développer un arsenal pédagogique pour enseigner à leurs élèves. En France, il y a des sommes très importantes qui sont investies par le gouvernement, le ministère de l'Éducation là-bas, qui mise beaucoup sur la lutte à la désinformation dans les écoles et l'éducation aux médias dans les écoles. On n'en est pas là au Québec, mais bon, bref, on croyait que ce robot conversationnel pouvait s'inscrire un peu dans cette optique-là. C'est notre bien humble contribution à cet effort collectif plus que nécessaire. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer vraiment ce qui apparaît sur votre téléphone ou sur votre tablette quand vous conversez avec le robot comme tel. Bon, ça demande des petites manœuvres de ma part. Pardonnez-moi à l'avance s'il y a des moments où, bon, je perds un peu le contrôle de la présentation, mais ça devrait bien aller, règle générale, soyez-en rassurés. Je ne vais pas faire les 12 ateliers avec vous parce que comprenez bien que ça peut être long. Vous pouvez passer des heures avec ce robot-là parce que c'est comme dans une discussion normale, entre guillemets, c'est-à-dire ça peut aller dans toutes sortes de directions en fonction des réponses que vous donnez. Le robot a été programmé de cette façon. Il vous suggère des réponses. Vous optez pour une ou pour l'autre ou pour l'autre. Puis en fonction de la réponse que vous donnez, ben, le robot vous amène dans telle ou telle direction. Alors, puis il y a aussi quand même une série d'exemples qu'il vous propose, mais à partir d'un certain temps, vous pouvez dire au robot, j'en ai assez de cet exemple ou ces deux exemples, j'ai bien compris le concept, passons au prochain atelier. Alors, je ne vais pas passer en revue tous les éléments de l'atelier et tous les exemples qui sont présentés. Ce serait beaucoup trop, je pense, fastidieux pour tout le monde. Mais allons-y avec le tout début qui concerne la phase la plus d'introduction de ce robot-là. Alors, cette présentation d'usage au départ, salut, je m'appelle Alexis Delancière parce que c'est moi qui incarne le robot, c'est ce qui a été décidé. Alors, il y a une petite familiarité qui s'installe avec le robot et puis très rapidement, il s'informe. Avez-vous entendu parler des décrypteurs, oui ou non? Disons que vous avez déjà entendu parler des décrypteurs, il rappelle un peu, en gros, la mission et là, pose à la personne concernée qui l'utilise, penses-tu être en mesure de départager le vrai du faux quand tu navigues sur Internet? Si vous dites que vous êtes déjà tombé dans le panneau, sachez que ça arrive souvent, 9 fois sur 10, selon un sondage récent. Vous voyez qu'il y a des hyperliens. Hein? À chaque fois qu'il y a des hyperliens, le robot vous amène à l'article, comme ici, qui vous permet d'en savoir plus sur ce qu'il dit. Revenons à cette statistique. 9 Canadiens sur 10 ont déjà été bernés par des fausses nouvelles, selon un sondage en 2019 qui a été effectué dans plusieurs pays, 25 000 personnes, dont le Canada. Seulement 10 des Canadiens sondés ne disaient jamais avoir été bernés par des fausses nouvelles. Vous voyez à quel point ça n'a pas de frontières, peu importe votre niveau d'éducation, votre place dans la hiérarchie sociale.
Tout le monde peut être touché par ça. C'est ce qu'on voulait laisser comprendre et voir à travers l'explication, la démonstration de ce sondage-là. Toujours dans la phase d'introduction, là, il y a un élément central, à mon humble avis, pour comprendre le phénomène de la désinformation. C'est un hyperlien dans la phase d'introduction que vous avez vu tout à l'heure, qui vous mène à un article de ma collègue Bouchra Watik qui n'est plus avec nous, qui est à l'émission Découverte à présent, mais qui parle des biais cognitifs. Je pense que dans une perspective d'enseignement de la désinformation, de la lutte à la désinformation, c'est essentiel que les étudiants comprennent le fait qu'on est tous dotés de biais cognitifs dans nos cerveaux depuis, je dirais, la nuit des temps, pour utiliser une formule bien connue, donc qui permettait à nos ancêtres préhistoriques de faire face à la réalité qui était la leur. Or, ces biais sont restés en nous. Et puis, à une époque moderne où existent les réseaux sociaux, ben, c'est toujours les mêmes fonctionnements qui ont cours et qui font en sorte que vous, moi, n'importe qui, peut basculer dans la désinformation. Alors, je vais simplement vous souligner que cet aspect-là du robot est au début du processus et, à mon sens, un aspect essentiel. Pourquoi croit-on les fausses nouvelles? C'est ce que nous propose la lecture de cet article, donc un hyperlien qui vous mène à l'article à travers le robot, où on parle ici des différents biais cognitifs. Il y en a plusieurs. On commence à les enseigner ou à les étudier en ce moment en psychologie sociale. C'est très intéressant. Alors, il y a le biais de confirmation qui est le plus connu. On veut confirmer ce qu'on pense déjà. Il y a même la dopamine qui est générée par le cerveau quand on voit du contenu qui épouse les croyances qu'on a nous-mêmes. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on est si réfractaire à la lecture de versions opposées à notre perception du monde. Et c'est intéressant parce que là, dans cet aspect-là, dans cet article-là, ils évoquent une étude conjointement faite par l'Université de Winnipeg et de l'Illinois, où on a présenté à des gens toutes sortes de nouvelles et chacun avait leurs propres a priori. Et on leur a dit, on vous offre des sous si vous acceptez de lire du contenu qui est propre à une opinion contraire à la vôtre. Et dans la majeure partie des cas, les gens ont préféré discarter cet argent-là et ne pas lire les opinions contraires. C'est pour dire à quel point le biais cognitif, c'en est un qui est assez puissant. Je ne vais pas tous les faire, mais simplement vous donner une idée de l'importance de comprendre ces biais cognitifs qu'on a tous en nous. L'important au départ, c'est d'en prendre conscience, savoir qu'on a ces biais-là en nous, comme par exemple le biais d'identité, qui est le suivant, qui fait en sorte qu'une personne développe un lien émotif avec certaines de ses convictions, ce qui rend très difficile ensuite le fait de tenter de convaincre cette personne-là que ce qu'elle croit est faux, étant donné ce lien émotif-là. Il y a aussi le fait que notre cerveau prend des raccourcis, une sorte de paresse cérébrale qui fait en sorte que c'est davantage le raisonnement intuitif et non le raisonnement analytique qui entre en ligne de compte et qui était bien utile à l'époque préhistorique pour prendre des décisions rapidement, mais c'est autre chose maintenant. Notre mémoire qui nous réduit, qui nous induit en erreur aussi, ça c'est l'effet de vérité illusoire, un élément qui nous est familier, on va facilement y croire parce qu'il nous est familier. Même si on vous dit que c'est faux, ça m'est familier, je le crois. Et aussi, on se méfie des dangers. Ça, évidemment, ce qui explique la popularité des fausses nouvelles. Une fausse nouvelle qui fait miroiter un danger qui vous guette est plus attrayante, selon ce biais cognitif-là, qu'une fausse nouvelle qui ne va pas dans ce sens-là. Alors, c'est ce contre quoi on se bat. J'aurais pu continuer avec d'autres exemples de biais cognitifs, mais fondamentalement, comme être humain, c'est ce qu'on a en nous et c'est ce qu'on doit combattre collectivement et individuellement si on veut aller au-delà de ce qu'on croit et de ce qu'on a face à nous. Là, je vais Je vais vous poser une question, M. Lelancer. Oui. J'ai regardé justement, effectivement, la semaine passée, il y avait un reportage à l'émission Découverte sur le cerveau complotiste qui laissait entendre un certain déterminisme biologique à croire aux idées complotistes. Si on parle de déterminisme biologique, c'est ce que ça laissait vraiment entendre, comment faire changer d'opinion une personne qui dit, ben, ça fait partie de mon ADN d'avoir cette attitude complotiste-là. Est-ce que vraiment vous pensez que la seule éducation peut moduler ces croyances-là? C'est vraiment important comme question. Cela fait poser
constamment en se faisant remarquer. En fait, les gens nous disent, mais vous ne travaillez pas un peu dans le vide? Vous pensez vraiment que vous allez convaincre les complotistes? Ben, nous, on ne s'adresse pas aux personnes qui croient de façon pure et dure à certains éléments de désinformation. Je ne m'adresse pas à Alexis Cossette-Trudel. Moi, je m'adresse, et nous, on s'adresse aux personnes qui sont dans le doute, qui hésitent. Une hésitation qui peut être, un doute qui peut être tout à fait raisonnable, là, mais pour toutes sortes de facteurs, on va peut-être, à un moment donné, basculer dans quelque chose qui est vraiment plus de l'ordre de la désinformation. Alors, nous, c'est le pari qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si on a un proche qui porte en lui cette pensée conspirationniste et qui a donc un lien très émotif face à tout ça? C'est loin d'être simple. Et là, quand on regarde les études là-dessus, elles en sont un peu au stade embryonnaire. Il y en a qui disent, bon, ben, on n'a qu'à présenter des faits avérés, vérifiés, pour convaincre la personne du contraire, mais on se rend bien compte qu'il y a l'effet, le rebound effect ou l'effet boomerang qu'on appelle, qui est celui qu'au contraire, plus on leur présente des faits avérés et vérifiés, ces personnes-là, plus elles se renferment ou elles cristallisent leur pensée conspirationniste. Alors, je pense que la vérité se situe entre les deux. Il faut, à tout le moins, c'est ce qu'on plaide ou c'est ce qu'on prône, surtout maintenir le dialogue avec ces personnes-là. Garder toujours et préserver précieusement ce dialogue-là, pas nécessairement sur le terrain de leur croyance, ça peut être en lien avec n'importe quoi. Et puis ensuite, ne pas les rabaisser, les insulter, les ridiculiser. Vous n'entendrez jamais les décrypteurs prononcer le mot covidio. Il y en a qui le font médiatiquement, qui choisissent de dire, d'étiqueter ces personnes comme étant des covidios. Non, ce sont des citoyens qui, parfois, les études l'ont montré, cèdent à des peurs tout à fait normales et naturelles, mais je veux dire, ils font face avec la désinformation en épousant des thèses conspirationnistes qui leur permettent d'avoir, par exemple, accès à un réseau social, à être rassurés aussi parce que c'est plus simple d'avoir un bouc émissaire, que ce soit Bill Gates ou George Soros ou un autre, pour tout expliquer ce qui se passe en ce moment, parce que le cerveau humain a énormément de difficultés avec le chaos en général. Des fois, c'est plus facile d'opter pour une solution toute simple, une explication toute simple. Bref, je ne vais pas m'embarquer trop là-dedans, mais vous comprendrez que la réponse à votre question, Mme Perret, n'est pas simple. Oui. Mais comme le laissait entendre, oui, comme le laissait entendre d'ailleurs une personne dans les commentaires, Marcella, elle disait qu'effectivement, les gens ont de la difficulté à vivre avec le doute. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait enseigner d'une certaine façon, à douter. C'est de cette façon-là qu'on va être plus porté aussi à vérifier la véracité de certains. De certaines assertions. Mais c'est ça, les gens ont de la difficulté avec le doute, ils ont besoin de certitude. Oui, mais le doute, c'est ça. Qu'est-ce qui alimente le doute? Sur quoi repose notre doute? C'est là où est la question. Et c'est ce qu'on. Bon, une partie de ça, les bases de ça qu'on explore avec le robot conversationnel, comme par exemple avec l'atelier Identifier les sources fiables dont je m'apprête à vous parler. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Avant de poursuivre, je peux répondre. Samuel, est-ce que tu veux prendre l'animation de la QER qui se trouve dans le module ou si tu veux. Alors, bon, il y a une personne là, dans le QER, là, dans le module QER, qui dit, je trouve ça un petit peu délicat, mais bon, comment lutter contre la possible désinformation de Radio-Canada elle-même? Et je vais vous laisser répondre. J'aurai une réponse à fournir, mais je vais vous laisser répondre. Donc, comme la possible désinformation de Radio-Canada elle-même et des médias officiels ou dits mainstream, détiennent-ils à eux seuls en tant que médias une totale objectivité, etc., là, impartialité. Bon, déjà, il faut s'entendre sur les termes. Là. Désinformation, on va l'aborder un peu plus loin. Là. La désinformation, si on veut la définition en général, c'est la décision délibérée de tromper les gens en désinformant, tout simplement. Et je ne pense pas que les médias, machiavéliquement, se disent on va tromper la population sciemment avec notre production journalistique, d'une part. D'autre part, il est possible que des fois, les médias se trompent, évidemment, ou il y a eu des cas de, on le verra plus tard là, dans les ateliers, de mésinformation, de malinformation, c'est-à-dire présenter un élément d'information qui est mal contextualisé, présenter un élément d'information
qui est tronqué, pour lequel il manque une partie importante pour comprendre l'ensemble du phénomène. Ça arrive. Et il y a des exemples, il y en a un peu plus loin dans l'atelier, d'articles qui sont produits par des médias, qui sont diffusés par des médias, mais qui sont des informations fausses parce que les médias eux-mêmes peuvent tomber dans le piège de la désinformation qui peut être tendue par des personnes qui, elles, veulent délibérément tromper les gens. Mais on va le voir dans l'atelier ou dans le segment sur le blanchiment d'informations. C'est arrivé que des médias très sérieux publient un article sur une étude qui dit ceci, mais l'étude en question avait été produite ou générée artificiellement ou fabriquée de toutes pièces par quelqu'un qui voulait duper les médias qui, eux, ont relayé tout ça. Mais bon, est-ce que les médias peuvent se tromper? Bien sûr. Nous, notre travail, ce n'est pas d'exprimer des opinions, ce n'est pas de, comment je pourrais dire, d'avoir la certitude absolue que ce que nous, on pense, on reflète, par exemple, si on parle de la COVID-19, notre réflexe, ça va être de se tourner vers les détenteurs de savoir en matière scientifique, virologie, épidémiologie, peu importe, et qui reflètent le consensus scientifique ou l'état des connaissances scientifiques dans un aspect particulier de la connaissance. Ce n'est pas Radio-Canada qui dicte que c'est ceci qu'on doit penser ou que c'est cela qu'on doit penser. C'est un peu ça la pratique journalistique. Là, je brosse un portrait très, très général de notre façon de procéder, mais c'est comme ça qu'on procède. Je ne sais pas si ça répond à la question de la personne en question. Mais, nous allons lui demander, là, M. mais Tran, on pourrait épiloguer longtemps là-dessus, ça c'est sûr et certain. okay. Je ne sais pas jusqu'à quel point on veut le faire dans le contexte actuel. Okay. Il y a une autre question qui porte, mais on pourra peut-être en parler un peu plus tard si vous le désirez, qui porte sur est-ce que ce serait possible de créer des algorithmes qui permettraient d'équilibrer les points de vue présentés dans les réseaux sociaux? Oui, ça serait possible, mais je pense que pour les réseaux sociaux, ça serait moins payant. C'est ça un peu le problème. Les algorithmes actuels, puis les gens qui, on l'a vu dans des reportages récents, dans des documentaires récents, des gens qui ne sont plus, par exemple, chez YouTube ou chez Facebook, qui en sortent et qui disent hey, écoutez, moi j'ai participé à l'élaboration de à l'échafaudage de ces réseaux sociaux-là, à la conception de ces algorithmes-là, et puis ben, l'objectif premier est de générer des revenus. L'algorithme de recommandation de YouTube, là, en 2018, si ma mémoire est bonne, 70% des contenus que les gens consultaient sur YouTube, si ce n'est pas 80, je ne me rappelle plus la proportion exacte, mais c'était très fort. Grosse proportion de ce que les gens consommaient sur YouTube ne provenait pas de la recherche qu'ils faisaient sur YouTube. Je veux savoir ceci, je le mets dans le moteur de recherche. Non, ça provenait des algorithmes de recommandation de YouTube qui apparaissent sur le côté. Et ça, c'était généré par l'algorithme. Et l'algorithme, on a bien compris que les contenus sensationnalistes, avec des gros titres, assez tonitruants, de la désinformation, bien, ça génère plus de clics. Alors, il y a eu des ajustements qui ont été faits, mais bon, un algorithme qui permettrait d'équilibrer tout ça, moi, je n'en ai pas vu encore, en tout cas dans ce qui est fait ou produit par les grandes plateformes web. Mais les algorithmes, c'est un mystère. On n'a pas accès à ça, c'est un secret industriel, mais je n'en connais pas le détail. Mais ce qu'on voit comme résultat, c'est qu'on n'en est pas là pour l'instant. Il y a deux autres questions fort intéressantes, une qui vient de Martin Pelletier, une autre de Marcella Fajardo. Je vous laisserai peut-être, étant donné qu'on pose des questions, comment donner le goût d'apprendre aux étudiants, bon, etc., etc., on pourra peut-être les aborder un peu plus loin après, suite à votre présentation, si vous le désirez. Ah ben oui, certainement. OK, Monsieur Delancert, si vous me permettez, je voulais peut-être juste faire un petit lien par rapport à la première question là, qui avait été nommée là, par rapport bon, les médias mainstream et tout. Puis vous avez parlé justement d'actes délibérés là, quand on parle de désinformation. Puis peut-être glisser un mot là, sur, je ne sais pas si c'est au courant, là, mais un podcast fait par le New York Times qui s'appelle Caliphate. Oui, très bon. Très bon exemple. Très bon exemple. D'ailleurs, c'est New York Times, donc c'est quand même une institution qui travail journalistique très, très rigoureux. Et ils ont fait un podcast il y a peut-être 2 ans sur un Canadien qui disait avoir de l'information par rapport à l'État islamique. Je ne me rappelle plus exactement des détails, mais qui est allé là-bas, puis avec des preuves terrain, là, puis il a donné de l'information, du intel un peu, si on veut, puis on fait bon. Et 2 ans après, se sont rendus compte que c'était faux. La personne avait monté ça. En tout cas,
la personne avait dupé la journaliste du New York Times qui, elle, avait mal fait son travail sur le plan déontologique parce que dans la culture du podcast et de la balado-diffusion, pour le dire en français, ce qui prime beaucoup, ce qui est en vogue, c'est le storytelling. Elle a privilégié le storytelling plus que le journalisme comme tel. Alors, ça fait en sorte que son histoire était enjolivée grâce à un personnage qui était fictif. C'est un Canadien, effectivement, qui prétendait être allé combattre au nom du groupe armé État islamique. Et puis, cette journaliste-là a été évidemment vertement critiquée quand tout ça est sorti. Le New York Times avait peut-être mal fait son travail en amont, mais aussi en aval, parce que par la suite, la façon dont ils ont géré cette crise-là, qui est quand même majeure au sein du New York Times, a été fortement critiquée. La journaliste en question, elle est toujours à l'emploi du New York Times. Aux dernières nouvelles, elle a été mutée à une autre section, si on veut, du journal. Et c'est la preuve, vous faites bien de le souligner, qu'effectivement, dans certains cas, évidemment, ce n'est pas sur une base quotidienne que ça se produit, mais de grands médias, le New York Times de surcroît, peut effectivement tomber dans ce genre de piège-là. Je l'ai écouté, ce balado-là. Moi, j'y ai cru, je trouvais ça excellent. Mais d'apprendre 1 ou 2 années plus tard que finalement, cette journaliste-là nous avait induit en erreur, c'est ce qui est fâchant. Mais on n'est pas non plus, mais où je voulais en venir avec ça, en fait, c'était de mettre l'emphase sur, par rapport à une fausse nouvelle. Le New York Times a fait un mea culpa. On republié sur le fil du podcast une entrevue avec l'éditeur en chef, je crois, pour s'excuser, expliquer comment il s'était fait tromper. Et la journaliste a eu des conséquences. Oui. Oui, elle a eu des conséquences. Donc, il s'est passé quelque chose quand même. Il y a eu, par après, il y a eu quelque chose. Là. Il y a eu un mea culpa, il y a eu des sanctions qui ont été prises. Là. Exactement. Et quand un média se trompe, souvent, ou désinforme, ou informe pas de la bonne façon les autres, la population générale, les autres médias, souvent le signalent. Et puis, c'est comme ça que dans cet écosystème-là, les choses s'équilibrent un peu aussi. Et effectivement, il y a des conséquences quand quelqu'un au sein d'un média sérieux et conventionnel se trompe ou dupe les gens, il y a des conséquences pour cette personne. Très bonne nuance à porter. Donc, je vous laisse continuer et juste pour dire aux gens, Califat est un très bon podcast, mais il faut le prendre comme un divertissement et non comme un fait. Exactement. Oui, maintenant, je le sais. Je peux vous dire, M. Delancer, qu'il y a beaucoup d'échanges aussi dans l'espace de clavardage. Vous en enverrez une copie. Je vais vous partager le contenu du clavardage. Je vous l'enverrai par courriel. Il y a des choses bien intéressantes. Alors, on vous écoute. Super. Puis s'il y a des gens qui ont des idées, juste en passant, les décrypteurs, comment on fonctionne, nous, au jour le jour, c'est que ce sont les courriels des gens qui nous alimentent. On ne décide pas que tel sujet, nécessairement, à tout coup, c'est ça qu'on va faire. Non, ce sont les questions que les gens nous acheminent, qui alimentent notre production journalistique. On en a reçu énormément au cours des derniers mois. Entre la mi-mars et la mi-août, c'était plus de 6 000 courriels qu'on avait reçus, parfois des centaines par semaine, sur la COVID-19 ou sur un tas de sujets. Alors nous, on s'en inspire parce que c'est ce que les gens voient sur leurs réseaux sociaux. Ça nous donne une indication, un baromètre de ce qui circule, de ce qui est viral, de ce qui est pertinent pour nous de décortiquer. Alors, simplement pour que vous sachiez comment nous, on travaille, c'est selon ces principes-là. Si quelque chose est d'intérêt public, si quelque chose a une certaine viralité et un potentiel donc plus grand de désinformation, nous, on s'y attend. Je vais poursuivre, mais n'hésitez pas, s'il y a des questions, comme vous le voyez, je suis tout à fait à l'aise d'y répondre, quelles qu'elles soient, dans la mesure du possible, à l'intérieur de mes capacités d'y répondre. Un des premiers ateliers du robot, c'est l'identification des sources fiables. Et là, je vous rappelle, on est vraiment dans la base de tout ça, mais c'est important de le couvrir. On va voir ici donc comment s'initie cet atelier-là, qui est parmi les premiers. En fait, le robot vous propose au départ 3 directions distinctes. Moi, j'ai choisi pour les besoins de notre webinaire les sources fiables parce que c'est surtout sur Facebook que donc le problème se pose et qu'il faut essayer de trouver des solutions. Et sur Facebook nous demande le robot, comme tout le monde, si la réponse que je lui donne, tout n'est pas nécessairement faux sur Facebook, mais il faut être prudent. Reconnais-tu ce symbole, Paul? Paul, c'est le nom que j'ai donné effectivement à mon personnage qui dialogue avec le robot. Alors là, on vous donne des outils. Par exemple, la fameuse badge qui existe sur Facebook, Instagram ou Twitter, bleu, le petit crochet pour identifier les sources, les médias
pour identifier leur authenticité, parce qu'il y a des mécanismes de désinformation qui font ça, qui calquent les médias véritables pour faire croire aux gens que c'est Radio-Canada qui vous parle, alors que ce ne l'est pas. On peut aussi, pour vérifier la validité d'une source, remonter à la création, au moment de la création de la page. Vous voyez ici que la page de Radio-Canada sur Info, sur Facebook, la création date du 11 août 2010. Il faut bien comprendre que certaines entités qui font la désinformation, parfois ont été créées 2-3 semaines avant la publication. Et puis, on voit aussi, quand on regarde l'historique, et là, le robot vous le montre comment le faire, sur Facebook, d'un média ou d'un prétendu média, on peut voir jusqu'à quel point on peut s'y fier. Si le média, comme tel, dans son historique, a énormément de changements, il y a anguille sous roche, il faut s'en méfier. Là, j'essaie de voir où est-ce que je parle, puis je me dis où le robot est rendu. Oui, c'est ça. Bon, il y a la question de la date et aussi l'organisation comme telle, où résident les gestionnaires de la page Facebook en question. Ça, c'est loin d'être banal. Par exemple, notre ami Jeff Yates, mon collègue, a pu découvrir en regardant le lieu d'origine des gestionnaires d'une page Facebook, qu'une page Facebook très populaire sur les Premières Nations, qui générait beaucoup de contenu sur les Premières Nations ici au Canada, était en fait liée à un réseau de désinformation au Kosovo. Pourquoi des gens au Kosovo mettent sur pied une page Facebook qui partage des échanges, des articles, des enjeux liés aux Premières Nations au Canada, parce que c'est quelque chose qui génère des profits. Alors, ça, c'est une forme de désinformation, pas nécessairement à des fins de duper la population sur le plan du contenu, mais simplement pour générer des revenus. C'est ce que Jeff Yates avait pu mettre au jour, ce genre d'initiative-là, basée au Kosovo, imaginez, et qui, par toutes sortes de moyens, nous faisait croire que c'est une page Facebook qui avait été très populaire ici à l'époque au Canada, qui traitait de la question autochtone et des enjeux liés aux Premières Nations autochtones au Canada. Alors, voilà un exemple. Là, on passe à une autre portion de l'atelier. Là, je saute des étapes et des éléments. Le robot vous donne plus d'exemples aussi pour la fiabilité des sources. Qu'est-ce qu'une fausse nouvelle? Ça, c'est important de le dire pour l'importance des mots et des termes. Vous êtes des enseignants, vous le savez à quel point tout ça est essentiel. Nous, aux décrypteurs, on n'aime pas trop l'appellation fausse nouvelle. Donc, ce n'est pas illégal de partager des fausses nouvelles, mais si on s'attache à l'expression fake news, fausse nouvelle en français, pour nous, c'est problématique parce que ça a été récupéré ou popularisé dans un certain contexte que vous connaissez, qui est celui de l'avènement de Donald Trump en 2016. On préfère parler de désinformation, de mésinformation ou de malinformation. Juste m'arrêter là-dessus. On a fait une entrevue il y a quelques semaines, à l'automne, quelques mois, avec le journaliste canadien qui avait popularisé le terme fake news à l'époque, Craig Silverman, c'est un Canadien d'origine, et qui maintenant, s'en désole, hein, que ce soit, qu'on lui attribue la paternité, la popularité de ce terme-là, parce que c'est utilisé contre les journalistes pour les discréditer ou les délégitimiser, comme le fait Donald Trump. Alors voilà. Donc, on préfère, nous, désinformation plutôt que fausses nouvelles. Là, j'ai eu un petit souci ici, mais ce n'est pas grave, on va leur repartir, cet élément-là. Et puis, donc, nous, on préfère, c'est ça, des informations. Ah, là, ça va trop vite, pardonnez-moi, je reviens, je suis désolé. Prenez votre temps. Je savais qu'elle allait avoir des petits pépins comme ça. Hein? Il n'y a pas de problème. Alors, là, pour vous guider à travers ces différents concepts de mésinformation, de malinformation, on vous soumet quelques exemples. Et c'est là, je trouve, où réside la richesse de ce robot conversationnel. En voilà un exemple ici. L'Israël Magazine, qui nous dit qu'il y a une découverte majeure qui a été faite. Plusieurs équipes dans plusieurs pays, notamment en Chine, en France et aux États-Unis, ont fait une découverte majeure qui offre un grand espoir dans le traitement de la COVID-19. Alors, désinformation, malinformation ou mésinformation? C'est de la désinformation. Il y a plusieurs indices qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille, nous dit le robot. L'article n'est pas signé, il n'y a aucune source qui est à la base des informations qui s'y trouvent. Et le média en question, l'Israël Magazine, est très peu connu. Désinformation, parce que s'il était véhiculé dans cet article-là, il y a un hyperlien qui vous donne plus de détails là-dessus, mais ça reposait sur rien, finalement. Ça, c'est intéressant. Dans un autre cas,
qui nous parvient du Parisien, un journal bien connu, bien établi en France, un virus inquiétant créé en Chine. Ça, c'est un article qui est devenu très populaire lors de la première vague actuelle du coronavirus. On voit ici le sous-titre: des chercheurs chinois ont fabriqué un virus hybride de la grippe aviaire très dangereux. Des scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Bon, là, ça a été présenté dans les réseaux sociaux en disant, vous voyez, le virus actuel, le SARS-CoV-2, a été fabriqué en laboratoire par, finalement, des chercheurs chinois. Alors, si on poursuit avec le robot conversationnel, on va vous expliquer que ce phénomène ici, entre la désinformation, la malinformation et la mésinformation, je vais passer à le prochain... Oups. Bref, je vais finir mon explication là-dessus. C'était finalement un article réel du Parisien qui avait été produit des années avant l'avènement du nouveau coronavirus qui génère la COVID-19 sur effectivement une équipe de chercheurs qui avait généré ou produit un virus apparenté au coronavirus. Mais ça n'avait rien à voir avec les deux. Ça, c'est une information sortie, si on veut, de son contexte et de l'ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle donc de la malinformation. C'est ce genre de typologie-là, de terminologie-là qu'on établit clairement avec le robot conversationnel à travers cet atelier-là, avec d'autres exemples à l'appui aussi. Les mots ont leur importance, les concepts ont leur importance, et c'est ce qu'on a voulu véhiculer à travers tout ça. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade-ci. Là, je voulais passer au prochain atelier qui parle de la vérité derrière une photo, comment établir l'authenticité d'une image à travers des outils très pratiques. Il y a 43 messages ici qui apparaissent. Je ne sais pas s'il y en a qui... Bref, je vais poursuivre. Oui, oui, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup il y a des questions aussi, mais je vais vous laisser faire votre présentation et ensuite on pourra aller là, dans les échanges en tant que tels et les questions. Si je parle trop, vous me le dites. Si vous voulez passer en mode dialogue. On vous écoute attentivement et le nombre de personnes qui participent est le même qu'au début. C'est donc dire que personne... Ah, c'est bon signe. C'est bon signe. Parfait. Poursuivons alors. Oui. Si tout le monde est encore présent, c'est tant mieux. Merci de votre patience et votre écoute d'ailleurs. Alors, ça, c'est la vérité derrière une photo. Évidemment, un atelier qui est important pour ce qui est de ce robot conversationnel. Parce qu'on peut faire effectivement dire n'importe quoi avec une photo. Le robot vous fournit quelques moyens pratiques pour pouvoir donc contourner la chose, mais toujours avec des exemples. En premier lieu, c'est ce qui aide à la compréhension. Voyez cette image ici d'un magnifique pont en dessous duquel se trouve une baleine et son baleineau tout juste à côté. Une photo qui a passablement circulé sur les réseaux sociaux au cours des dernières années. Et ensuite, une autre photo d'une tourbe qui a eu passé un mauvais quart d'heure, nous dit-on, à Blainville, devant une résidence de cette localité, de la grande région montréalaise, de la périphérie de Montréal. Laquelle de ces deux images, selon vous, est fausse? C'est ce que vous demande finalement le robot conversationnel. On va essayer de passer à la prochaine. Voilà. La première ou la deuxième option? Disons que je choisis Blainville. Impressionnant comme photo, mais vrai. La suite de l'histoire se corse parce qu'elle n'a pas été prise à Blainville, au Québec, comme c'est indiqué. Ah bon? Alors, prouve-moi là le robot, parce que c'était pas fait là où on prétend que ça s'est déroulé. Alors, le robot accepte le défi et nous spécifie qu'une tempête de vent a frappé le Québec et a causé d'importants dégâts à l'automne 2019. Ça, c'est un cas classique. Il y a un phénomène naturel qui se propose, qui se produit, un ouragan, une tempête, peu importe. Et c'est souvent dans la foulée de ces événements-là qu'on va voir ce genre de fausses informations ou des informations détournées de son contexte, comme dans le cas de cette tourbe soi-disant à Blainville. Donc, à l'automne 2019, il y a eu une vraie tempête qui a frappé le Québec, mais là, on a profité de l'occasion, certains ont profité de l'occasion pour signer ce genre d'image sorti de son contexte. Alors, ça s'est passé la tempête le 1er novembre. Jeff Yates a fait une recherche d'images inversées pour prouver que la photo n'avait pas été prise ce jour-là. Alors, comment faire une recherche d'images inversées? Bien là, le robot conversationnel vous amène à une vidéo qu'on a produite ici. Je vais enlever le son. Où Bouchra Ewatik et moi discutons, où Bouchra nous présente plutôt certains outils qui existent pour faire une recherche d'images inversées, les plus classiques qui existent, c'est-à-dire comment la faire, que ce soit sur une tablette, un ordi ou un téléphone,
via l'outil de recherche de Google, d'une part, et aussi un autre site web que Bouchra nous propose pour faire la recherche d'images inversées, qui est TinEye. Dans ce petit vidéo, dans ce segment, il n'y a pas un autre outil qu'on aurait pu ajouter aussi, qui est assez redoutable, merci, dans son efficacité, c'est Yandex. Yandex, c'est un peu comme, c'est un moteur de recherche russe, équivalent de Google, mais en Russie, mais dont les algorithmes pour la recherche d'images inversées sont très raffinés. C'est assez impressionnant ce qu'on peut obtenir comme information à ce sujet-là. Donc, la recherche d'images inversées vous permet de voir l'image en tant que telle, où et quand et dans quel contexte elle a été générée en tout premier lieu. Et là, on compare, est-ce qu'on me dit, en lien avec cette image-là, correspond véritablement à ce que disait ou laissait entendre ou essayer de refléter l'image lors de son apparition. Vous voyez un peu le genre d'outils qui sont donnés ici par le robot conversationnel. Bon, un autre exercice que vous propose ici le robot, c'est le suivant, qui est celui, si je me rappelle bien, oui, c'est ça, de ces deux photos-là. Laquelle des deux est fausse? Est-ce que c'est cette image apocalyptique ou post-apocalyptique de la Statue de la Liberté avec en contrefond qui ressemble à une tempête, ou cette image un peu plus mignonne dans une savane africaine d'un éléphant et qui transporte un lionceau, ce qui apparaît comme étant un lionceau, en tout cas. Bref, laquelle des deux est fausse? Et là, on poursuit un peu dans la même optique toujours que dans l'exemple précédent. Disons qu'on dit que c'est la première. Eh bien là, en fait, les deux sont fausses, nous dit le robot. C'est une image qui a circulé la première beaucoup au moment d'ouragan Sandy, qui a balayé les Antilles et la côte est des États-Unis en octobre 2012. Elle a été créée à partir de deux photos. Je vais te montrer comment je l'ai su. L'arrière-plan a été photographié au Nebraska le 8 mai 2004, avant l'ouragan Sandy. Le subterfuge avait été repéré rapidement à l'époque. Comment on y arrive? Toujours avec la recherche inversée, cette fois-ci avec l'outil TinEye plutôt que Google. C'est le même procédé. Et on montre aussi qu'est-ce que TinEye nous donne comme résultat. Vous voyez ici une des deux photos qui avait été utilisée dans cette composition, certaines de ses caractéristiques, des métadonnées qui sont liées à tout ça, la date de production. Et vous voyez un peu comment se fabrique une image comme celle-là. Bon, c'est pas, vous allez me dire, c'est pas très dommageable, c'est bénin comme type de désinformation, mais dans certains contextes, ça peut être un peu dangereux. Là, on voit ici que c'est toujours avec le même outil qu'on avait spécifié aussi d'où provenait l'autre photo qui était au cœur de cette composition d'image. Alors, voilà pour cet outil-là. Je vais laisser poursuivre l'atelier tel qu'on le voit ici parce que c'est bien beau la recherche d'images inversées, alors qu'on voit ici que le robot nous rappelle que les catastrophes naturelles et les attentats sont des événements qui stimulent beaucoup la désinformation. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a un attentat, ça c'est important, là, il y a dans les premiers moments, dans les premiers jours, dans les premières semaines, il manque des éléments d'explication. Et la désinformation, elle adore le vide, puis elle va s'y engouffrer dans ce vide-là. Quand il manque une explication ou un morceau d'explication, c'est là où la désinformation frappe et frappe le plus fort. Vraiment dans l'après-coup d'un attentat, on le voit à tout coup, d'un acte violent, que ce soit c'est pas de la mosquée de Québec, tristement, on l'a vu. Bref, il faut faire attention à ces moments-là, qui sont des moments charnières pour la désinformation. Là, le robot, vous donner un autre exemple sur lequel je vais sauter. Je vais plutôt passer au prochain atelier, parce qu'il y a la recherche d'images inversées. Mais qu'est-ce qu'on fait avec des vidéos manipulées? Comment on les repère? Comment on peut les signaler ou les apercevoir dans nos réseaux sociaux? Ça, c'est le prochain atelier. Est-ce qu'il y a des questions pour l'atelier précédent? Écoutez, on pourrait peut-être effectivement regarder certaines des questions qui ont été posées. Puis, étant donné qu'il nous reste une quinzaine de minutes, on pourra peut-être le prolonger un peu, okay. Mais je ne voudrais pas vous voler votre temps non plus. Alors, je vais quand même, il y a Martin là, qui pose la question suivante, Martin Pelletier. Selon vous, comment donner le goût d'apprendre aux étudiants et à tous les citoyens des notions d'autodéfense pour affronter ce qui nous est proposé, voire bombardé dans les médias de tout type? Comment susciter cet intérêt-là? Par où partiriez-vous à supposer, vous, M. Delancer, tant qu'à ça, vous avez des enfants, vous voulez qu'ils soient aguerris et sensibilisés à ces problématiques-là? Par où commenceriez-vous? Je commencerai par les conséquences.
par les conséquences de la désinformation, les conséquences que la désinformation peut entraîner dans nos vies très concrètement, en tant que citoyen, en tant que famille, en tant que membre d'une communauté, en tant que pays. Je pense que c'est par là où on peut capter l'intérêt des gens en disant, bien, vous voyez, c'est ça que ça génère la désinformation, d'où l'importance de la combattre. L'exemple, évidemment, le plus nous saute aux yeux en ce moment, le plus immédiat à mon sens, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis qui sont un peu le canari dans la mine en ce moment. Là. Parce que, à mon humble avis, ce qu'on a vu au cours des dernières années, avec le point culminant qui a été les événements, qui ont été les événements du 6 janvier dernier, c'est le fruit de la désinformation. C'est ce qui explique qu'en ce moment, il y a des dizaines de millions d'Américains qui sont à côté d'une certaine réalité, qui pensent véritablement qu'il y a eu la fraude électorale aux États-Unis et qui passent du militantisme de clavier aux actes violents pour, si on veut, défendre leur point de vue et faire valoir leur point de vue, qui est alimenté par un écosystème malheureusement très riche de désinformation aux États-Unis qui a commencé à se développer. Là, je pense à la mouvance QAnon, surtout dans des forums un peu plus obscurs du web, puis tranquillement, de fil en aiguille, s'est retrouvé, surtout dans le contexte de la pandémie où tout le monde est devant son ordinateur à la maison, dans l'esprit, dans la tête de monsieur et madame tout le monde. Alors, c'est là qu'on a vu comment, de façon accélérée, la désinformation peut se répandre et mener des gens à croire certaines choses qui ensuite vont les mener, eux, à s'en prendre à des éléments fondamentaux de notre société. Je pense ici aux institutions démocratiques. Ça, c'est un exemple aux États-Unis qui me semble flagrant. Mais il y a la désinformation en matière d'alimentation, en matière de santé, qui nous met aussi en danger. Alors, je sais pas, moi, la question qui m'est posée à ce sujet-là, comment susciter l'intérêt, bien, je commencerai par ça. Voici ce que ça génère comme conséquence. Voici pourquoi ça serait important de mieux comprendre le phénomène et de mieux le combattre. Puis ensuite, on passe, très humblement, je ne suis pas pédagogue, je suis fils de 2 profs universitaires et de cégep, mais mon seul lien avec la pédagogie, c'est ça. Je n'ai pas une formation de pédagogue. Il y a Marcella qui écrit dans l'espace de discussion qu'elle partirait, elle, d'une nouvelle qu'il pense être vraie alors qu'elle est fausse, mais en même temps, je trouve que le site des décrypteurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de la majorité d'entre elles sont je dis encore fausses nouvelles au lieu de parler de mes informations, etc. Excusez-moi, mais de partir justement de certains faits qu'on peut croire qui sont vrais et de leur apprendre, eux, puis c'est ce que permet le robot conversationnel, ils voient comment, justement, ça a pu avoir été manipulé. Et c'est ça qui est intéressant avec le robot conversationnel. Je suis allé dans une école pour un tournage avec les décrypteurs de la Rive-Sud de Montréal, une école secondaire, où un prof, sur son propre temps, parce que sinon, il n'y a pas les ressources pour le faire, a développé un cours comme ça pour lutter contre la désinformation. Et puis, c'était son approche, puis je l'ai trouvé très efficace, où, dans un premier temps, il montrait aux jeunes, ben voici des éléments, dites-moi ce qui est vrai, ce qui est faux. Puis, tranquillement, ça captait il y en a qui tombaient, entre guillemets, dans le piège, puis étaient surpris d'être tombés dans le piège. Puis ensuite, le prof y allait avec démontrer d'où venait, pourquoi il fallait se méfier de cette information-là, du contexte dans lequel c'était présenté, qu'est-ce qui aurait pu être fait, qu'est-ce qui aurait dû être fait pour détecter ça et comment on peut s'en prémunir de façon, entre guillemets, préventive par la suite. C'est un peu ça son approche, que je trouvais très efficace. C'est ça, ça s'intègre vraiment dans le contexte. Bon, dans le réseau collégial, on a ce qu'on appelle un prophétique des étudiants du collégial, où les étudiants, en principe, devraient avoir développé des compétences en matière de validation de l'information, de validité, de fidélité, bon, etc. Je pense qu'effectivement, le robot conversationnel s'inscrit tout à fait dans les outils, les ressources à utiliser justement pour développer cette compétence-là. Mais il y a quelqu'un qui pose une question un peu, c'est France. Elle dit, mais oui, mais de quelle façon les gens font des sous en créant des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a de l'argent aussi en arrière de ça. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Ben, effectivement, si on part du principe, je ne sais pas, il faut voir selon le réseau social, ou la plateforme plutôt. Si on part de YouTube, par exemple, qui permet une certaine monétisation des contenus, quand vous atteignez un certain nombre de visionnements, ben, ça commence à générer des sous. Et puis, c'est comme ça que c'est par la voie de YouTube qu'Alexis Cossette-Trudel s'est fait connaître. Est-ce qu'il a fait des sous avec ça? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait d'enquête là-dessus. Mais vous comprenez que c'est sur cette
base très simple qu'on peut générer des sous, mais lui, il profitait, je parle avec Cyclocet Trudel, mais d'autres aussi peuvent le faire, de ces plateformes-là pour, au terme de ces capsules, dire, bien, soit dit en passant, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aller me donner des sous via tel moyen, PayPal et compagnie. Donc, la plateforme en elle-même génère des revenus à la personne. Ensuite, en plus, la personne se sert de la caisse de résonance que lui offre ou cette plateforme-là pour dire, ben, vous pouvez me donner des sous, voici comment. Alors, il y a des gens qui peuvent, entre guillemets, en vivre, mais quand je prends l'exemple des personnes au Kosovo, au Monténégro qui font ça, c'est parce qu'il y a des revenus qui peuvent s'y rattacher facilement et qui font en sorte que ça puisse se faire. Mais les réseaux sociaux, les grandes plateformes ont tenté et tentent en ce moment de, dans certains cas, démonétiser certains contenus ou de ne pas permettre à certains contenus de faire de l'argent sur le dos de la désinformation, par exemple, basée sur la COVID-19 ou en véhiculant des messages dangereux ou qui peuvent inciter à la haine et à la violence. Alors, il y a au fil des ans, souvent quand il est trop tard, les plateformes web sévissent à cet égard-là ou réduire. Un autre moyen de procéder pour eux, c'est le cas de Facebook, c'est de réduire le niveau d'exposition de certaines nouvelles sans les retirer comme telles, mais en réduire l'exposition et en retirant cette exposition-là, on réduit le potentiel de viralité et donc, en bout de ligne, moins de possibilités pour ces personnes. Il y a Sonia Morin, c'est très intéressant, qui pose la question suivante. Que pouvez-vous nous dire du phénomène du deepfake ou de l'hypertrucage? Ah, ben écoutez, bon, ça c'est un des prochains ateliers OK. du balado, pas du balado, je me mélange, du robot conversationnel qui fait suite à celui-ci qu'on voit à l'écran, qui est celui des vidéos manipulées. Parce qu'une vidéo, on peut la manipuler. Là, regardez, on va peut-être, si vous voulez, pendant que je parle, là, voici un exemple. Une vidéo que vous avez peut-être vue. Avant de parler des deepfakes, si vous me permettez, les vidéos manipulées. Ça, c'est très populaire. Ce qu'on voit ici, c'était très populaire au cours de la dernière année. C'est un jeune avec une casquette Make America Great Again, MAGA, tout sourire, avec d'autres gens qui ont la même allégeance derrière lui. Et face à eux, un homme, visiblement autochtone, qui, bon, il va de chants traditionnels. Qu'est-ce que vous y voyez dans cette image-là, dans le court extrait qui a été montré? Ça dépend d'un paquet de choses. Alors, justement, cette courte séquence, vous y voyez un rituel ou une altercation. Plusieurs y ont vu une altercation de deux gens avec des points de vue opposés. Certains même ont crié au racisme. C'est une question d'interprétation. Pourquoi? Parce que la vidéo ne montre pas assez de contexte. Alors, certains ont vu ça sur les réseaux sociaux, puis ont fait, comme on peut le voir ici sur cette publication, ben voilà, c'est quelqu'un, une anti-Trump qui écrit ça, là, qui dit, bon, ben voilà, ce sont des anti-Trump qui s'opposent aux Autochtones. Alors, que croire dans cette version? Il y a Anguille sous roche, c'est ce que je dis au robot, qui m'a dit, ben, tu as raison, les jeunes ont d'abord été invectivés par des activistes adultes et l'aîné autochtone, autant que le jeune, ont voulu désamorcer la situation, mais ils se sont retrouvés à tort au cœur de l'histoire. Présenter seulement un court extrait d'une vidéo sans contexte, ben, c'est une forme de désinformation. Alors, là, on poursuit avec un autre exemple qui concerne Greta Thunberg. Écoutons ensemble un extrait. On va voir un peu en quoi il s'agit de désinformation. Là, pour les besoins de la cause, je vais remettre du son et ça va comme suit. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. Et c'est tout. Ça, c'est le court extrait qui a circulé sur les réseaux sociaux où son discours à Greta Thunberg est centré sur elle-même. Mon rêve, mon enfance ont été volés et point à la ligne. Alors, le réflexe de certaines personnes, qu'est-ce qu'on peut y voir? Bien, certains y ont vu, ben, tu vois, les deux choix qu'offre le robot, quel enfant gâté, c'est la réaction que plusieurs ont eue, mais c'est ce qu'ont pensé beaucoup de gens. Isolé de son contexte, cette phrase ne dit pas tout. Regardons maintenant l'extrait un peu plus long, et c'est là où on voit encore un peu le même principe à l'œuvre. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean.
Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Alors, la version un peu plus complète où elle établit très clairement la nuance entre elle et les personnes qui en arrachent pas mal plus qu'elle dans le monde. Voilà pour ce genre de précision sur le contexte qui fait défaut dans bien des vidéos, et le robot vous invite à voir comment on peut établir le contexte initial de la production d'un extrait vidéo pour ensuite être sûr que ce qu'on voit, c'est la version complète de l'affaire. La question qui m'était posée était au sujet des deepfakes. Là, je vais passer par-dessus les autres exemples avec Justin Trudeau, exemple de vidéos sorties de son contexte. Il y en a plein dans le robot qui sont soumises. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui pose la question, Oui. M. Dansaert, je vais vous laisser y aller par la suite, là, mais je ne crois pas que ça soit possible, mais je pense que vous fournissez les outils, mais il y a Chantal qui pose la question, peut-on soumettre une information au robot afin de la valider? Non. C'est ça. Non, le robot, c'est ça, il est préprogrammé et puis c'est figé. Mais vous pouvez la soumettre au décrypteur. C'est ce qu'on fait à toutes les semaines. Ce matin, comme je fais à tous les lundis matins, je passais à travers tous les courriels de la semaine, il y en avait pas mal, et puis qui amenaient certains éléments. Les éléments qui reviennent le plus, on se dit, on va peut-être s'y attarder, voici comment on va procéder. Alors, c'est comme ça qu'on vous invite à communiquer avec nous, et puis on fait ce qu'on peut ensuite. Ce qu'on explique dans ce segment-là, dans cet atelier-là aussi, c'est que la recherche d'images inversées, c'est très facile, mais la recherche de vidéos inversées, c'est un peu difficile. Il n'y a pas d'outil vraiment efficace pour ça. On vous donne, avec le robot, un outil qui a été développé par Amnesty International et qui permet de voir l'origine des vidéos quand elles sont sur YouTube, juste sur YouTube. Alors, voilà pour ça. On va poursuivre maintenant. Si vous le voulez bien, bon, ça, on sort des exemples. Je suis désolé parce que là, le temps file. On a beaucoup de choses à se dire et c'est normal. J'espère qu'on va pouvoir accéder à votre diaporama là, éventuellement parce qu'il est plein de. Ouais. Il fourmille de ressources. Ah, voilà. On y arrive là, maintenant aux deepfakes ou aux hypertrucages qu'on les appelle. Mais avant de parler de deepfakes, il y a les dumbfakes. Parce que les hypertrucages, c'est quoi? C'est utiliser le plus possible les outils d'intelligence artificielle pour modifier une vidéo, altérer une vidéo pour lui faire dire autre chose ou pour la créer de toutes pièces pour nous faire croire que Barack Obama, soudainement, déclare qu'il est ouvertement, je ne sais pas moi, adepte du satanisme, peu importe ce que je dis là. Mais vous voyez, c'est ça le deepfake. Mais il y a aussi les dumbfakes. Et là, les gens tombent aussi dans le piège de ces vidéos altérées, mais pas de façon aussi fine. Des fois, ça peut être très simple, comme on peut le voir ici avec un cas classique. And then he had a press conference in the Rose Garden with all this sort of visuals that obviously were planned long before I said most currently that he was engaged in a cover-up. So it's really sad. And here's the thing, and I told this to the room when he came in and made that statement, and then he walked out, and you got the Secretary of the Treasury, you got all the this, that, and the other thing, and a distinguished group of members from the House and Senate, Democrats. Alors, Nancy Pelosi, leader des démocrates à la Chambre des représentants, ça c'est un cas classique et qui a alerté pas mal de monde aux États-Unis. C'est pas très compliqué ce que la personne a fait pour altérer cette vidéo. Madame Pelosi, vous l'avez entendu, on dirait qu'elle a la bouche pâteuse, elle a l'air un peu éméchée, puis c'est ce qu'elle laissait entendre les personnes qui voyaient cette vidéo-là initialement. C'est une alcoolique, elle ne sait pas ce qu'elle fait, il faut s'en méfier, machin. Mais c'est une vidéo qui avait simplement été décélérée. On avait réduit de façon assez importante sa vitesse pour lui donner cette impression-là de Mme Pelosi. Alors, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être très élaboré, ce type de vidéo-là. Hypertrucage, oui, mais des fois,
dumb fakes, comme on dit, des vidéos altérées de façon très, très... Vous voyez ici, 75% de sa vitesse initiale a été ralentie à 75% de sa vitesse initiale pour donner cette impression. Alors là, le robot vous montre la vidéo originale. Now, we've been investigating him since we took the majority, so there's nothing new in that. Alors, vous voyez que ça n'a rien à voir. Alors là, ce que le robot vous montre plus loin, ce sont d'autres exemples de vidéos du genre et il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. L'intelligence artificielle, ça avance très, très vite. Les outils que ça permet de faire aussi, mais en contrepartie, c'est dur à suivre. Alors, ce que le robot fait surtout, c'est de vous aider à vous donner quelques conseils pour déceler dans l'image des indices de la présence de l'hypertrucage à certains niveaux du visage, certains détails dans le mouvement. C'est essentiellement ce que le robot vous montre. Les deepfakes, en ce moment, ben, c'est un territoire qui est en train d'explorer pour des bonnes raisons, mais aussi pour des raisons un peu malveillantes. Et donc, il y a cette initiation donc, aux hypertrucages qui vous est donnée dans cet atelier. Des exemples, il y en a quelques-uns. Je ne sais pas si on n'a peut-être pas le temps de voir à travers tout ça, mais il y en a avec... oui, parce que ça serait peut-être intéressant. C'est parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y a des questions qui avaient été posées, mais il y a des commentaires aussi qui ont été laissés. Et j'aimerais peut-être qu'on regarde certains de ces commentaires-là. En fait, c'est des suggestions, entre autres, de lectures qui sont proposées ou de sites web à visiter. Entre autres, bon, l'essai du sociologue Gérald Bonheur qui est paru aux presses universitaires de France, intitulé Apocalypse cognitive, la face obscure de notre cerveau. J'imagine qu'il est question justement du déterminisme biologique dont on parlait un peu plus tôt. Il y a Normand Baillargeon aussi qui a écrit un livre dont je perds le nom actuellement, le petit guide d'autodéfense intellectuelle. Oui, effectivement. Bon. Il y a des gens aussi qui font des commentaires sur des situations qui sont produites, puis l'impact que ce type d'informations-là, qu'elles soient fausses ou bon, mal informations, etc., la guerre du Vietnam, la guerre en Irak, bon, etc. Donc, je pense que nos enseignants sont bien au fait des possibilités qui sont des mauvaises possibilités, là, finalement, en fait, par les fausses nouvelles. Maintenant, moi, ce que j'aimerais peut-être pouvoir lire ou si les gens veulent lever la main, si vous me le permettez, M. de Lancerre, les gens pourraient lever la main et on pourrait leur donner un droit de parole, donc pourraient poser leurs propres questions verbalement. Est-ce qu'il y en a qui seraient prêts à le faire? À ce moment-là, ben, on pourrait leur donner le droit de parole sur le web. Alors, ne vous gênez pas. Vous pouvez maintenant lever la main si vous désirez le faire. Et Nicole, j'inviterais en fait même les participants à partager leurs idées d'application, d'utilisation pédagogique de l'outil. Donc, pas besoin d'avoir une idée très, très développée. Là, on y va à bâton rompu, mais s'il y a des gens qui ont des idées ou qui pourraient l'utiliser soit dans leurs cours, dans des conseils pédagogiques qui disent « Ah oui, j'ai déjà eu telle discussion avec un professeur qui ça pourrait répondre là, à certains, ça serait super intéressant. Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez lever la main et proposer une stratégie d'intégration du robot avec vos étudiants. On est prêt à vous entendre. Il y a Annick qui a levé la main. Alors, Annick, vous pouvez parler. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je n'ai pas ouvert ma caméra. Est-ce que ce serait préférable? Je ne sais pas si vous pouvez... Non, je pense qu'en mode webinaire, vous ne pouvez pas l'allumer, votre caméra, malheureusement. Parfait. C'est encore mieux. Je n'étais pas peignée. Donc, merci pour ce webinaire très, très intéressant. J'étais déjà adepte des décrypteurs, mais j'avais jamais été sur l'outil. Moi, en classe, dans le fond, on traite entre autres j'enseigne aux pompiers, aux pompières, puis on traite des différentes clientèles avec lesquelles ils vont intervenir. Donc, c'est évident. Les peuples autochtones, tout ce qui est dit de faux sur l'immigration, je pense entre autres aux immigrants, les fameux immigrants illégaux ou les réfugiés illégaux à la frontière. Ils sont 1000, ils sont 10 000. Fait que moi, je vais l'utiliser
avec mes étudiants, je vais leur demander d'apprivoiser l'outil comme moi j'ai fait et de répondre, de mettre leur nom, de jouer avec le robot. Puis ensuite, on va faire une activité intégratrice. J'ai bien aimé l'idée de, je crois, Lucie qui disait vous soumettre des sujets. Donc, attendez-vous à ce que les pompiers, les pompières du Collège Montmorency vous soumettent des sujets aux décrypteurs. Très bien, c'est noté. Bien, merci, ils sont les bienvenus. Et puis, sachez que vous évoquez les migrants, l'immigration, les Autochtones. Ça, on a vraiment vu ça. Surtout à l'époque du chemin Roxham, c'était hallucinant la désinformation qu'on a vue à ce sujet-là. C'est souvent très lié à l'actualité. Merci. Merci, Annick. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions verbales. Les commentaires, et là, je crois que les gens commencent à quitter en fait parce qu'on avait prévu que c'était jusqu'à 12h15, puis il est déjà 12h25. Ouais. Moi, je boirai encore ce que vous dites, c'est vraiment extrêmement intéressant. Je pense que le mot peut être utilisé dans des ateliers sur la citoyenneté numérique. Effectivement, il y a des choses à faire pour ça. Et là, les gens commencent à vous remercier, M. Lancer. Là, je pense que les gens vont aller prendre leur dîner. Je vais aller voir s'il y a quelque chose. Nous avions une main levée qui s'est baissée, Marcella, je crois. Oui, bon, ben écoutez, Marcella, je vais vous donner la parole. Et en attendant que je vous donne la parole, moi, ce que je me dis une idée comme ça, mais il y a un cours complémentaire là, qui pourrait être intéressant de construire dans certains endroits. Donc, je vais donner la parole à Marcella. Puis, là, les mains commencent à se lever. Ah, oui. Alors, un instant. Allez-y, Marcella, vous pouvez parler. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, écoutez, moi, j'ai posé quelques questions, j'ai fait des commentaires dans le chat, dans l'espace de conversation, pendant que vous discutiez. Donc là, j'ai un petit peu perdu le fil de ce que j'ai mis avant, mais c'est pas grave. Mais je voulais vous faire un commentaire. En fait, tout le défi comme prof, c'est à la fois de montrer aux étudiants l'importance de déjouer cette désinformation. Et en ce sens, je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous nous offrez aujourd'hui. Mais à la fois qui ne tombe pas dans une espèce de méfiance généralisée ou de relativisme absolu. Quelqu'un disait à un moment donné, oui, même les médias traditionnels parfois véhiculent des fausses nouvelles et ça arrive parfois, mais on sait qu'il y a quand même des règles à respecter dans les médias traditionnels comme 2 sources pour confirmer une information, etc. Donc, mais on sait que des fois, ça peut arriver. Donc, c'est de trouver comme un équilibre avec les étudiants entre la vigilance et à la fois la confiance. Et en ce sens, je trouve que le fait de donner des outils très concrets aux étudiants, ça peut les rassurer, ça peut alimenter cette confiance. Parce que c'est justement la méfiance aussi qui fait qu'on se laisse facilement convaincre par une vérité alternative beaucoup plus séduisante et simple, disons, que les faits. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ça. Bien, merci. C'est très important ce que vous dites parce que la transparence, ce qu'on a constaté pendant la pandémie au décrypteur, c'est à quel point les gens connaissent peu ou mal le travail journalistique, comment on travaille au quotidien. Je pense qu'on va devoir être plus transparent en tant que média pour montrer un peu nos façons de faire, nos façons de procéder. Il n'y a absolument rien à cacher. Mais je pense que c'est là où, effectivement, cette confiance, on peut l'entretenir, l'alimenter, la consolider, et c'est essentiel. Elle s'effrite, cette méfiance-là. Il y a des gens qui ont décroché complètement des médias conventionnels en ce moment, qu'on est en train de perdre littéralement. Donc, collectivement, il faut en être conscient. Merci. Je vais donner la parole à Martin dans quelques secondes, Martin, mais il y a Chantal qui propose une idée de projet pédagogique. Je fais choisir aux équipes un blog sur un sujet de leur choix, par exemple, la Terre est plate, et ils doivent trouver des arguments fautifs et les biais cognitifs pour éventuellement démolir l'article. Bien sûr. Oui, et ça, si je peux me permettre, pour cette personne qui fait ce commentaire-là, on a parlé récemment d'une initiative, j'aurais dû vous préparer un truc là-dessus, en France, un professeur, est-ce que c'est au lycée ou plus loin, je ne sais plus, là, mais il a demandé à ses élèves de regarder des documentaires conspirationnistes. Et ses élèves ont regardé des documentaires conspirationnistes, il leur a dit, calquez leur façon de faire, la façon de dire les choses, de présenter les choses, d'échafauder un argumentaire, faites comme les conspirationnistes et inventez de toutes pièces
une idée conspirationniste, une pensée conspirationniste. Et là, c'est fabuleux ce que ça a donné comme projet étudiant. Et ils ont pu comprendre à quel point c'est facile de faire croire à peu près n'importe quoi quand on utilise les bons moyens, on cible les bons, entre guillemets, moyens. C'est Jeff Yates qui a fait un truc là-dessus basé en s'inspirant du documentaire Hold Up que certains ont peut-être vu passer sur leurs réseaux sociaux, un documentaire covido-sceptique. Il y a plein d'autres suggestions qui sont faites dans l'espace de discussion, mais je vais donner la parole à Martin. Tu es toujours là, Martin? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Salut. Ben écoutez, je ne serai pas original parce que je m'en allais là un peu avec les caractéristiques d'une fausse nouvelle ou tout ça, parce que souvent, c'est un peu comme de dire aux étudiants, ben, à partir des caractéristiques, on peut identifier d'en construire une, juste pour voir jusqu'où on peut aller. Mais si je peux me permettre, il y avait, au lendemain du 11 septembre, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une photo qui avait été publiée d'un homme en haut de la tour et on voyait un avion arriver derrière lui et c'était devenu viral, cette photo-là, où est-ce qu'on se demandait jusqu'à quel point était-elle vraie et tout ça, parce que ça avait été supposément découvert dans les décombres et tout ça. Bon, et je pense que ce qui est le mandat aussi des enseignants, puis c'est là qui est difficile, c'est de dire aux étudiants qu'ils doivent mettre de l'effort, de toujours contre-vérifier ce qu'ils trouvent comme information. Le problème, c'est qu'actuellement, on est des fois en se disant, ben, il y a tellement de médias d'information, mais des fois aussi, on mêle quantité. Moi, je vais être informé, fait que je gobe, et je me dis, je n'ai pas le temps de tout contre-vérifier. Je vais me fier aux médias aveuglément, puis des fois, ben, je peux me faire avoir. Sauf que c'est quand même de l'effort, parce qu'à chaque nouvelle que je vais lire, il faut quand même que oui, j'ai mon sens critique aiguisé de base, mais il faut toujours que je contre-vérifie. Au final, ben, j'ai moins le temps d'en voir des nouvelles parce que je suis tout le temps en train de contre-vérifier celles que je lis. Fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans. Mais c'est vrai que c'est amusant pour les étudiants de se mettre à la place et de créer des fausses nouvelles ou de créer des éléments comme ça. Si je peux me permettre aussi là-dessus, c'est intéressant parce que nous, on s'est déjà fait proposer de faire ça. Pourquoi vous ne faites pas ça, les décrypteurs, créer une fausse nouvelle pour voir jusqu'où ça peut aller? Ben, c'est une expérience que pour nous, là, sur le plan déontologique, on ne fera jamais parce qu'on ne peut pas participer au phénomène, mais dans l'intérieur d'une classe, il n'y a pas de problème. Moi, j'hésiterais, tout dépendant de ce qu'on crée, comme fausse nouvelle, j'hésiterais à mettre ça sur YouTube. Là. Mais si c'est dans un cadre pédagogique, à l'intérieur d'une classe, il n'y a aucun problème. Ben, il y a des dangers quand même, parce qu'à quelque part, où est-ce qu'il y a la diffusion de ça par la suite, puis ça peut partir en vrille assez rapidement. Exactement. Donc, il faut juste faire attention. C'est pour ça que l'exemple que je vous donnais tout à l'heure d'une classe en France qui l'avait faite, la fausse nouvelle qu'ils avaient créée, je dirais, réduisait les dommages potentiels parce que c'était une fausse nouvelle selon laquelle les chats allaient dominer la race humaine. C'est pas quelque chose de... Bon. Mais c'est tellement bien fait, sérieusement, là, selon les mêmes patterns employés par les conspirationnistes que c'était hallucinant. Oui. Voir ça. Ben, voilà. Ben, merci beaucoup pour votre présentation. Ça fait plaisir. Merci, Martin. Il y a encore d'autres suggestions là, qui sont faites dans l'espace de clavardage. Présenter le film L'affaire Brunswick, que je ne connais pas. Je vais donner la parole à Marie Duchesneau. Je vois que la main d'Annick est levée toujours. Je voudrais bien m'assurer que est-ce que c'est parce qu'elle a une autre question? Mais entre-temps, je donne la parole à Marie. OK. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, très bien. Bonjour. Parfait. Donc, j'ai l'impression que ça va faire un peu du pouce sur ce que M. Pelletier vient de nommer en partie. Là. Je remarque que dans des cours de recherche, moi j'enseigne en technique de travail social, un cours de recherche, entre autres, il arrive que les étudiants ont de la difficulté à comparer la valeur de différentes sources, comme par exemple, un même sujet peut être abordé par 2 médias, un qui l'aborde de manière plus complète, voire peut-être même scientifique, et un autre média que je qualifierais rapidement comme ça de peut-être plus populaire, plus accessible, écrit dans un langage un peu moins soutenu, souvent un article plus court. Et un défi qui se présente suite à ça, c'est d'amener les étudiants à remarquer que ça vaut l'effort d'aller vers des articles plus complets. Et donc, derrière ça, moi, ce que je me demande, c'est comment faire pour les amener à reconnaître la valeur. Même si on ne compare pas, par exemple, un blog personnel à un média, on compare ici 2 médias
mais qui, dans ce qu'ils proposent, n'ont pas nécessairement la même valeur. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, elle est claire, votre question. Puis il y a des pistes de réponse qui sont évoquées avec le repos conversationnel, mais c'est au cœur du problème. C'est vraiment au cœur du problème et c'est dans le choix rationnel que font les gens de leurs sources d'information. Et quand vous dites, bon, un média plus populaire, c'est sûr que quand il y a une familiarité dans le langage, quand on se reconnaît dans un type de média, on a plus tendance à écouter, à tendre l'oreille, mais c'est ça, il faut et ça demande un effort, c'est important de le rappeler, s'intéresser à ce média, à sa façon de travailler, à sa feuille de route, à sa mission, si on veut. Mais j'inviterais effectivement vos étudiants à explorer ça davantage et le robot vous aide un peu dans ce sens-là pour voir aussi comment, à travers tout ça, s'infiltrent des médias en apparence très, très crédibles mais qui ne le sont pas. Merci. Merci à vous. Il y a des questions que je vois passer. En fait, je vais résumer, mais est-ce que l'équipe des décrypteurs font des ateliers ou des conférences pour les étudiants, pour des ateliers en classe, donc des ateliers virtuels dans les classes? Oui. Bien, nous, effectivement, on est habité par le souhait de le faire, mais on a malheureusement très peu de temps pour ça. On a des semaines assez... Oui, c'est ça. C'est les ressources humaines qui manquent souvent. Oui, tout à fait. On est une petite équipe. Hein? Moi, Jeff, Marie-Pierre, Nicolas, et c'est tout. Ce que, par contre, ben, ça m'arrive de faire des trucs comme aujourd'hui, je le fais avec vous et ça me fait plaisir de le faire. Il y a toutefois des ressources qui existent pour ce genre de présentation-là. En contexte de pandémie, je ne sais pas où est-ce que ça en est, mais la Fédération professionnelle des journalistes du Québec a mis sur pied un atelier. C'est bête, le nom m'échappe, mais qui existe et qui donc fait en sorte que des journalistes professionnels se présentent devant la classe, là ça serait dans ce cas-ci de façon virtuelle, pour donner un atelier sur la désinformation. La FPJQ offre ça. Il y a à l'échelle canadienne un programme aussi qui existe. J'ai les noms m'échappent, c'est bête là en ce moment, mais qui est tout à fait, qui est financé par des fonds publics, qui existe pour ça à l'échelle canadienne. Ce qu'on a fait à l'émission l'année passée, c'est montrer à quel point ce genre d'initiative-là est beaucoup plus répandue dans un pays comme la France. Là, véritablement, c'est assez impressionnant ce qu'ils ont mis sur pied. Tous les grands médias français y contribuent d'ailleurs. C'est vraiment beau ce qu'ils font là-bas. Il y a une suggestion qui est faite à de nombreuses reprises. C'est un site web qui s'appelle 30 secondes avant d'y croire. C'est celui-là. C'est ça. C'est la FPJQ. C'est ça. Okay. 30 secondes avant d'y croire. Merci d'avoir rafraîchi. Okay. Il y a Karine Mercier maintenant à qui je donne la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. J'enseigne au Collège O'Sullivan de Québec en assurance de dommages. Donc, j'enseigne à des adultes qui veulent devenir, exemple, experts en sinistre, agents, des choses comme ça. Des adultes entre 17 et 63 ans. J'ai déjà eu dans un examen de droit des assurances une réponse d'une étudiante qui était fausse. Elle n'avait pas la bonne réponse à ma question d'examen. Puis sa justification venait du Code civil français de France. Au lieu d'avoir pris le Code civil du Québec, elle s'est trompée. Moi, je me dis, des fois, on part de vraiment loin. Tu sais, si cette personne-là, dans un examen, sa source n'est pas vérifiée à ce point-là, je me dis, vraiment, là, tu sais, puis on est rendu avec des adultes, c'est post-secondaire. Il y a vraiment un travail de fond qui est important à faire au secondaire. Vraiment, vraiment, vraiment très important pour pas que ça arrive des choses comme ça rendues au post-secondaire. Voilà, je voulais exposer. Ah non, mais c'est hyper important. Je pense que c'est là où tout se joue dans les premiers stades de l'éducation, où c'est des citoyens qui connaissent mieux leur système judiciaire, qui connaissent mieux les fondements de l'économie et un tas d'autres champs de connaissances vont être mieux outillés par la suite pour éviter de tomber dans ce genre de piège. Je suis tellement d'accord avec vous. Il y a encore beaucoup de commentaires. Ouais. Est-ce qu'il y a des... Mais là, il est 12h37. Ben, c'est ça, moi, vous avez sûrement d'autres activités qui vous attendent. J'ai un enregistrement de balado dans quelques minutes. Okay.
Donc, je suis vraiment désolé, je vais devoir. Mais j'aurais passé la journée avec vous, là. Il n'y a pas de problème. Mais... Oui, parce que je pense que, bon, au nom de, en tout cas, les gens ont adoré, c'est évident. Moi, je tiens à vous remercier au nom de la QPC et au nom des enseignants que je connais bien aussi. Alors, les conseillers pédagogiques, merci pour tout. Et quand je vous disais, on va attendre, si c'est possible, de recevoir votre diaporama parce que je suis certaine que les gens vont le voir et le revoir et le partager avec leurs collègues avec grand intérêt. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir simplement rappeler, juste pour que tout le monde le garde bien en tête, les décrypteurs, samedi 11h30, dimanche 13h. Vous voyez pour l'adresse de notre site web. Et n'oubliez pas, pas tout le monde qui a RDI, puis c'est correct. Hein? Il y a aussi ici tout.tv qui vous offre gratuitement la possibilité de voir et de revoir les épisodes des décrypteurs. Et continuez à nous écrire. On attend vos suggestions de couverture. Décrypteur-radiocanada.ca. C'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, à tout le monde, à chacun et chacune d'entre vous, prenez bien soin de vous. Restons solidaires les uns avec les autres, puis on va s'en sortir. Merci beaucoup. Un gros merci. À la prochaine. Merci tout le monde pour votre participation active et vous allez recevoir de nos nouvelles bientôt. Merci. Merci, salut. Merci, au revoir. Merci, M. Bernard. Merci, au revoir.